Dans les incontournables ce matin, un réalisateur, un scénariste, un homme qui observe le monde et qui nous plonge dans les méandres inconnus d'une ville dans laquelle nous vivons, où certains vivent, à Paris. On les appelle parfois des SDF, c'est barbare comme terme, des sans domicile fixe, des sans-abri. On les a appelés des clochards, c'était assez pittoresque d'ailleurs, les gravures des années 60 ou 50 où le clochard vivait sous les ponts avec une bouteille à la main. Aujourd'hui, ce sont des êtres humains, quand on peut encore les voir, quand ce ne sont pas que des fantômes à côté desquels on passe quotidiennement. Mon invité, c'est Klaus Drexel, et il sort un film, un documentaire, film, une histoire. Il nous raconte une histoire vraie, qui nous concerne, qui s'intitule « Au bord du monde ». C'est un film qui sort le 22 janvier au cinéma. Bonjour Klaus Drexel. Bonjour. D'où vient l'idée de filmer ceux que la société ne regarde plus ? Écoutez, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai été fasciné depuis des années par le nombre de sans-abri incroyables qu'il y a à Paris. Et c'est des gens qu'on voit tous les jours, mais on ne les entend jamais parler. Et donc j'avais vraiment cette volonté de faire un film où on leur donne la parole à eux et à eux seuls. C'est-à-dire faire un film sans commentaires, sans analyse de spécialistes, vraiment leur donner la parole à eux. Et j'ai voulu faire ça sans trop me documenter au départ, c'est-à-dire partir avec une espèce de naïveté, un peu comme le Petit Prince. D'impulsion. Vous voyez, ou un peu comme un explorateur qui partirait à la recherche, à la découverte d'une terre inconnue. Et du coup, c'est vrai que moi j'étais bouleversé par les rencontres que j'ai faites dans ce monde-là. J'ai rencontré des gens qui sont passionnants, qui sont à l'inverse de tous les clichés qu'on peut imaginer des SDF. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'expriment extrêmement bien avec un langage choisi. Et surtout aussi qui ont un discours, un regard sur le monde qui, ils nous parlent d'amour, de solidarité, de respect de l'autre. Et je trouve qu'à une époque où on parle que d'argent et de crise financière, etc., je trouve que ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Ce qu'on ne sait pas, et ce que nous dit votre film, Klaus Drexel, c'est que le sans-abri, celui qui vit au coin de la rue depuis des années, dans le froid, tout seul, est aussi un observateur. Et que si nous, on ne les voit plus, eux, ils nous observent. Oui, en fait, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une diversité incroyable de gens dans la rue, et du coup aussi, on a un retour incroyable de points de vue différents que eux portent sur nous. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce film, parce que le film est vraiment filmé de face, en fait, on les voit toujours à leur niveau. Voilà, on est à leur niveau, un peu comme si on regardait un miroir, et j'ai l'impression qu'au fil du film, le spectateur commence un peu à se reconnaître lui-même dans les personnages du film. C'était quoi la grande difficulté de ne pas être donneur de leçons, de ne pas être voyeuriste? À quel moment on sait, quand on est réalisateur et quand on touche à un sujet aussi difficile, aussi brûlant en même temps, d'actualité, qu'on est juste? Comment on sait qu'on est juste? Je pense que la justesse, elle s'obtient. Voilà, moi, je voulais pas donner. Justement, l'idée de ne pas trop me documenter au départ, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à faire passer une thèse. Moi, je voulais les écouter seulement. Et on a tourné pendant 1 an. Pour aussi les montrer. Petite équipe, quotidiennement à leur côté, c'était pas une grosse machinerie qui s'installait. Ça tourne maintenant, oui, monsieur le SDF, faites-moi sourire. C'était pas ça l'idée. Exactement. L'idée, c'était d'être le plus discret possible pour que cette intimité puisse s'installer. Au départ, j'avais même eu l'idée de faire le film tout seul, c'est-à-dire de partir avec une caméra et un micro, mais j'avais une volonté très forte aussi dès le départ, qui était de faire un film très beau esthétiquement et très soigné au niveau du son. Et donc, du coup, on peut pas se concentrer sur ce qui est finalement essentiel, c'est le rapport humain avec le sans-abri, et s'occuper en plus de la technique. Donc on a fait une équipe de 3 personnes, donc un ingénieur du son, Nicolas Basselin, et un photographe extraordinaire qui s'appelle Sylvain Lézère, qui donc a fait une image formidable du film. Mais quand on discute, parce que c'est une interview, c'est un témoignage, c'est une discussion à bâton rompu avec un sans-abri, on ne lui pose pas de micro, on ne refait pas la prise. Alors, on a posé des micros, c'est-à-dire qu'on a vraiment tourné comme au cinéma. Il y avait à la fois une perche et un micro HF, c'est-à-dire que c'était vraiment, au niveau de conditions techniques, c'était comme un tournage de cinéma. En revanche, ce n'était pas des interviews. C'est-à-dire que je me suis rendu compte assez rapidement que plus je préparais mes questions, plus je préparais les entretiens, moins c'était bon. Ce qui marchait finalement, c'était de poser la caméra. Moi, je m'allongeais par terre avec le regard tout près de la caméra pour qu'on ait leur regard justement très proche de l'axe de prise de vue. Et on a commencé une discussion. Souvent, au moment de lancer la caméra, je ne savais même pas ce que j'allais leur dire. Voilà, et on a discuté comme ça. C'est des discussions qui duraient 2, 3 heures, 4 heures pendant la nuit.
Et voilà, donc... Et quand vous repartiez après, vous rentriez chez vous, au chaud? Voilà, vous pensiez c'est ça, exactement. Vous me demandiez quel était le moment le plus difficile. C'est vrai qu'on a tourné dans la neige, le froid, etc. Mais tout ça, c'est rien. Ce qui était le plus difficile pour nous, effectivement, c'était au moment où le jour se levait, quand on rentrait chez nous, et de les laisser là sur le trottoir. Ça, c'était effectivement très difficile à vivre. Vous avez été tenté d'essayer de rentrer dans leur vie, de leur prêter main forte, d'essayer de les aider? Alors oui, on a essayé. Disons que dès le départ, il faut aussi se préserver. Hein, c'est-à-dire que, mais à un certain moment, je me suis dit, si on pouvait en aider au moins un, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis, c'était une expérience assez douloureuse finalement, parce qu'il y a un personnage dans le film qui s'appelle Wenceslas, qui est, quand on discute avec lui, il le dit dans le film d'ailleurs, il lit 3 à 6 journaux par jour, il est au courant de tout, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars qui est au courant de l'actualité. Et il vit dans une tente. Et il vit dans une tente. Et il dit lui-même qu'il en a marre de ce quotidien. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on te trouve un boulot? Et il m'a dit, ah oui, bien sûr. Et donc, j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé une opportunité de travail qui était le fait d'être gardien de nuit sur un parking. C'était un boulot qui, je pense qu'il pouvait lui convenir. Quand je lui ai proposé, il était tout à fait d'accord. Et je lui ai dit, bon voilà, dans 3 jours, tu as rendez-vous pour un entretien d'embauche. Il n'est jamais allé? Et il m'a dit, oui, mais je peux pas y aller avec mon caddie. J'ai dit, mais t'inquiète pas, on s'occupe de ton caddie. On le garde, vas-y, en toute tranquillité. Et il me dit, non, peut-être une autre fois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une fracture. Une faille. Et voilà. Et que c'est. On dit toujours que pour un mois passé à la rue, il faut 1 an pour s'en remettre. Et je pense que pour beaucoup, malheureusement, la fracture est trop grande. La rue est une prison? Je pense, oui. Je pense qu'effectivement, c'est quasiment impossible d'en ressortir. Et moi, ce que j'ai essayé de faire avec ce film, justement, c'est d'essayer de changer le regard des gens, d'essayer de leur redonner une dignité, parce que c'est des gens, pour moi, leur vie a autant de valeur que la vie d'un grand patron, d'un réalisateur de films ou de n'importe qui. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire moi. Et qu'ils n'ont pas toujours été dans la rue. Ils ont eu, pour certains, des familles, des maisons, des enfants. Ils ont fait des études. Oui. Mais la vie et l'absurdité de la vie fait qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu le choix pour eux. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, ils n'ont même pas, quand on leur demande pourquoi ils se retrouvent à la rue, qu'est-ce qui s'est passé, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Ils ne sont pas rendus compte. Voilà. C'est-à-dire que généralement. Comment on sort de l'échiquier social comme ça? Je pense que généralement, c'est des gens qui ont eu une fracture très forte dans leur petite enfance et qu'ils ont pu oublier par la suite. Et 20-30 ans plus tard, il y a un petit événement qui peut paraître insignifiant qui se produit, mais qui fait ressortir ça en après-coup et du coup qui les sort de la société. À défaut de résoudre tous les problèmes, à défaut de changer les consciences, votre film, il a quoi comme but? Peut-être auprès des plus jeunes, de leur montrer que ces gens-là savent parler, sont vivants, tout simplement, que ce ne sont pas des fantômes ou des épaves de la société? Exactement. Moi, j'ai 4 enfants et je sais que parfois les enfants font des blagues sur les clochards, etc. Et moi, j'ai envie que les enfants voient que ce sont des gens comme tout le monde. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est qu'on a fait pas mal d'avant-premières et on a souvent un retour très chaleureux des professionnels, des acteurs sociaux, en fait, les maraudeurs qui voient le film et qui espèrent et qui pensent que ce film peut aussi faire naître des vocations de gens ou de faire en sorte que des bénévoles s'occupent plus des sans-abri, parce que c'est du coup les gens qu'on connaît mieux. Il y a combien de sans-abri en France aujourd'hui? C'est extrêmement difficile. Je crois que les chiffres varient énormément. Je crois qu'à Paris, on parle peut-être de 20 000, 30 000. C'est difficile à dire, mais c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup trop. Si c'est le cas, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup trop. Et en France, on parle de 150 000 en gros, ou voire un peu plus. Ouais. Pourquoi on ne veut pas chiffrer les sans-abri? On recense bien ceux qui habitent quelque part. Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi le système ne veut pas voir ces enfants exclus, à votre avis? Je pense que déjà, on sait qu'il y a beaucoup de chômeurs, donc c'est très gênant, mais on ne peut pas faire mine de ne pas compter les chômeurs. Donc si on comptait en plus les sans-abri, ça ferait un autre problème qu'il faudrait aborder, et je crois qu'on préfère l'éluder. On écoute un témoignage? Avec plaisir. Et vous nous expliquez après. L'espérance de vie moyenne d'un sans domicile fixe, c'est 48 ans. Parce que le vivre dehors, ça casse, ça use et ça tue. Si encore on pouvait vraiment se mettre quelque part, mais on dérange toujours. Et il y a ceux qui voudraient qu'on extermine le clochard, comme un être inutile, indésirable, qui ne rapporte plus d'argent, qui ne sert à rien. Je l'ai déjà entendu une fois, j'ai vu 2 hommes, et il y en a un qui disait à l'autre, je leur donne rien parce qu'ils ne nous servent plus à rien. Le clochard ne sert plus, le clochard dérange, le
clochard est aussi un exutoire, ils se font taper très régulièrement dans la rue, dépouiller. Ceux qui n'ont plus rien se font dépouiller par ceux qui ont. Oui, ils sont dans une fragilité permanente. Et souvent, on dit oui, mais les clochards me font peur. Mais en fait, eux, ils ont beaucoup plus peur de nous déjà, et ils n'ont aucun endroit pour se protéger. Et ce que dit Wenceslas dans cet extrait, c'est qu'il n'y a pas de vie privée. Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que nous, parfois, quand on en a marre, on s'enferme chez nous, on met la télé, on écoute la radio, on s'isole. Eux ne peuvent jamais faire ça. La rue rend fou, en plus. Le bruit, le passage en permanence, le danger. Ouais, ils sont toujours obligés d'essayer de se protéger tant bien que mal. Et je pense que on dit souvent que les gens qui sont à la rue ont une pathologie psychiatrique. C'est vrai qu'il y en a qui se retrouvent à la rue à cause de ça, mais inévitablement, ceux qui sont, on devient fou. Ouais. Est-ce qu'on peut tous potentiellement, c'est une question que je vous pose, vous qui avez passé un an avec des sans-abri et des SDF dans la rue, est-ce qu'on peut tous potentiellement, à un moment ou à un autre, passer de l'autre côté et être exclus ? Je pense pas. Je pense que si on n'a pas cette fragilisation qu'ils ont pu avoir intérieure, qu'ils ont pu avoir dans leur petite enfance, je pense qu'on réussira toujours. Enfin, c'est difficile à dire parce que c'est vrai aussi qu'on voit maintenant de plus en plus de familles à la rue parce que la crise économique, avec la crise économique, les logements sont tellement chers, etc., qu'effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent se retrouver à la rue, alors qu'avant, c'était vraiment que des gens qui étaient très fragilisés au départ. Par exemple, quand on a plus de 50 ans, qu'on est au chômage, divorcé, on n'a plus de famille et pas tellement d'amis, ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver à des gens de n'importe quel background social. Voilà. Mais je pense que ça n'arrivera pas à n'importe qui. Parlez-moi un petit peu de l'oxymore, ce contraste de Paris, ville de lumière, de prestige, de paillettes, de grands boulevards, de belles places, et de temps en temps d'une petite âme comme ça qui, le jour de Noël, monte un petit sapin sous un pont et qu'il est seul. Sans faire de démagogie, comment on peut montrer cela aux gens et aux spectateurs ? Dès le départ, j'avais la volonté de faire un film qui soit un vrai film de cinéma aussi, un film très beau, très esthétique, et parce que je pense que la stylisation sert aussi à soutenir le propos de ces personnes. Mais l'esthétisme peut aller avec la misère ? De toute façon, on a décidé de tourner la nuit. Donc le film se passe toujours la nuit, après la fermeture du métro, à un moment où Paris devient une ville fantôme. Et les vrais Parisiens, les seuls habitants de cette ville, finalement, c'est eux. Et je pense que dans le film, on a un peu cette sensation, voilà, ils sont les gardiens du temple. Et je pense que c'est d'autant plus fort, effectivement, de voir ce faste inouï de Paris, cette splendeur de la ville lumière et la misère de ces gens. Et je pense que ce contraste renforce vraiment le propos. Vous avez fait un beau film, Klaus Drexel, parce qu'il n'est pas moralisateur, mais il secoue. C'est aussi ça le rôle du cinéaste. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et est-ce que vous y avez laissé quelques plumes ? Forcément, je pense que le film a beaucoup plus changé que ce que je pensais au départ. Je pense que je suis plus le même qu'avant. Moi, ce que j'essaie toujours de dire, c'est que finalement, on est dans un monde où finalement on juge la valeur des gens sur leur rentabilité économique. C'est-à-dire qu'un chômeur bientôt n'aura plus aucune valeur. Et c'est terrible parce que finalement, on peut complètement changer son point de vue aussi. Parce que si par exemple je prends l'empreinte écologique comme valeur de référence, on va se dire que finalement, ils sont bien meilleurs citoyens que nous tous. Et ce que m'a appris ce film, c'est le fait de porter un regard sans jugement sur l'autre et de voir que dans n'importe quel milieu social, même à la rue, il peut y avoir des gens extraordinaires qui nous apportent quelque chose de très fort. Et que tout est relatif. Qui est le miroir de qui ? C'est peut-être ça la vraie question. Exactement. Ça sort le 22 janvier. C'est un film remarquable et qui nous a bouleversés. Au bord du monde, c'est signé Klaus Drexel.